Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de cette édition. Présidentielle en Turquie, dernière ligne droite pour les deux derniers candidats restés dans la course. Recep Tayyip Erdogan et Kılıçdaroğlu ont intensifié leur campagne durant ces dernières heures. Nous allons retrouver avec nous en direct d'Istanbul, Herdin Bataş et Sofiane Baroudi. En Serbie, des milliers de manifestants réunis dans la capitale Belgrade pour soutenir le président Vučić. Aux États-Unis d'Amérique, la numéro 1 du FMI revient sur l'inflation de la dette publique américaine. Sport football, les supporters de l'Olympique de Marseille célèbrent le 30e anniversaire de la victoire de l'OM en Ligue des champions européenne. C'était le 26 mai 1993 à Munich, en Allemagne, contre le Grand Milan AC. Bonjour à tous, voilà pour les titres et bienvenue pour cette édition consacrée largement aux élections présidentielles turques. Le deuxième round de ce scrutin présidentiel est prévu donc demain dimanche. Deux noms restent dans la course, Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu. La question migratoire et la conjoncture économique étaient largement débattues entre ces deux tours. Le point avec Souila Kilal. Plus que quelques heures séparent les Turcs des urnes après un premier tour presque au coude à coude. Ce second tour s'assimile presque à un duel entre les deux hommes qui jouent leur dernière carte et leur dernière chance d'accéder à la magistrature suprême du pays, surtout pour Kemal Kılıçdaroğlu. C'est dire que le bras de fer sera impitoyable entre les deux candidats. Dernière ligne droite d'une campagne intense pour Tayyip Recep Erdogan, la campagne redouble d'efforts en multipliant les rencontres, les meetings et les bains de foule pour une population qui serait tentée de dire qu'elle lui serait déjà favorable. Il lui restera donc la tâche ardue de reconquérir les voix qu'il n'a pas eues lors du premier tour. Pour rappel, Recep Tayyip Erdogan sera à Istanbul ce samedi 27 mai pour des rassemblements dans plusieurs arrondissements pour présenter son programme. Kemal Kılıçdaroğlu de son côté, lui, termine sa campagne à Ankara, la capitale, par une rencontre avec des familles à faible revenu au cours de laquelle il devrait parler de son programme économique. Pour rappel, l'opposition avait mis l'économie au cœur de sa campagne avant le premier tour. Autre fait marquant, la chaîne de télévision publique TRT aurait consacré 48 heures d'antenne à Recep Tayyip Erdogan depuis le début de la campagne contre 32 minutes pour son principal adversaire, ce qui n'est pas passé inaperçu. À quelques heures du rendez-vous avec les urnes, les deux candidats poursuivent leur marathon pour séduire leur électorat et convaincre. Le moins que l'on puisse dire est que ce scrutin promet d'être serré et l'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Les urnes nous le diront. Présidentielle turque, on en parle avec nous en direct d'Istanbul, nos envoyés spéciaux Sofiane Baroudi et Herdin Bataş. Je commence avec vous, Herdin Bataş. Bonjour Herdin. Vous m'entendez? Bonjour Herdin. Bonjour Amine, je vous entends très bien. Très bien. Alors, Herdin, à quelques heures du début du vote, quelle est l'atmosphère sur place dans une grande ville comme Istanbul? Oui Amine, alors il faut juste rappeler pour nos téléspectateurs que la ville d'Istanbul compte le plus grand nombre d'électeurs ici en Turquie, avec plus de 11 300 000 électeurs inscrits, donc électeurs potentiel, et la campagne a repris ses droits juste avant la fin du deuxième tour. Alors Istanbul, vous l'aurez compris, est une ville stratégique. C'est un trait d'union entre deux Turquies représentées actuellement ici par deux visions qui s'entrechoquent et qui sont arrivées au stade de l'affrontement, celle de la vision politique justement du président et candidat
Tayyip Recep Erdogan est son rival principal, rival de la coalition autour du parti CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Alors avant d'aller justement parler de ce que pensent et comment les Stambouliotes voient cette élection, ce deuxième tour qui est inédit, rappelons-le, faisons un petit tour du côté de la presse. Le journal, le quotidien Cumhuriyet titre ce matin « 64 millions d'électeurs se rendront aux urnes dimanche ». Démocratie contre autocratie. Donc voilà comment cette confrontation Erdogan-Kılıçdaroğlu est résumée du côté de la presse. Alors la campagne au niveau du candidat a repris, elle se poursuit au niveau des plateaux TV notamment. Alors le problème, c'est que cette campagne ne concerne plus les programmes ni du côté du président Erdogan ni de Kemal Kılıçdaroğlu. C'est plutôt une confrontation de mots, de paroles et d'éléments de langage. Donc c'est plutôt une campagne de communicants qui a pris le relais du côté d'Erdogan. Alors le meilleur communicant de l'AKP, de sa coalition, des partis qui sont autour, qui le soutiennent, dont le dernier, Sinan Ogan, qui a fait pencher la balance justement en se ralliant au parti AKP, à la candidature d'Erdogan. Alors justement, du côté du camp Erdogan, le meilleur communicant, je disais, eh bien c'est Erdogan lui-même. Il redouble d'intensité. L'apparition télévisée, comme vous l'avez précisé dans le sujet précédent. Il était hier du côté d'Istanbul, ici où il a animé 2 meetings, l'un consacré d'ailleurs aux femmes et l'autre à ses partisans. Kılıçdaroğlu de son côté poursuit sa campagne, mais je le dis, c'est un deuxième tour qui s'annonce un peu difficile pour les deux candidats. Rappelons ici que Erdogan a perdu la bataille du premier tour par environ 2 points. Malgré tout, il ne change pas son fusil d'épaule quant à sa stratégie. Il n'arrête pas d'attaquer son rival sur ses points faibles. Il l'espère justement. En parlant de cette campagne qui était axée énormément sur le dossier migratoire. Alors, ce dossier, comment il a été, quel impact il aurait sur le vote de demain? De ceux qui n'ont pas voté pour lui. Est-ce que vous m'entendez, Kherdin? Vous êtes toujours avec moi? Kherdin, vous m'entendez? Je crois qu'on a un problème de liaison avec Kherdin Batache et je passe à Soufiane Baroudi, toujours dans la même ville. Bonjour Soufiane. Soufiane Baroudi, vous m'entendez? Sinon, je repasse à Kherdin Batache. Kherdin, je vous posais la question concernant le dossier migratoire. Est-ce que ce dossier, quel impact il aurait sur le vote de demain? Kherdin Batache, vous m'entendez? Oui, Amine, je vous entends parfaitement. Très bien. Je ne sais pas si vous m'avez, je sais pas si vous avez entendu cette dernière question. Je posais une question concernant le dossier migratoire. Cette question épineuse, quel impact elle aurait demain sur ce dernier tour? Oui, Amine, alors l'impact du dossier migratoire est principalement autour des réfugiés syriens, rejaillit ici à Istanbul. Mais c'est un dossier, disons-le, pour les électeurs qui a peut-être rendu sa copie durant le premier tour en votant massivement. Alors les partisans justement du retour des réfugiés dans leur pays d'origine, à savoir la Syrie, peut-être d'autres pays, en Afghanistan pour les Afghans aussi, ont voté massivement pour Kılıçdaroğlu. Donc ce n'est pas un dossier clivant ici à Istanbul, ce serait plutôt la situation économique et le désir de changement qu'on a perçu chez de nombreux jeunes qu'on a interrogés sur leur intention de vote. Il vous parle de changement essentiellement, de géopolitique aussi, d'aspiration à un meilleur avenir ici à Istanbul et une meilleure situation économique. Les jeunes s'inquiètent pour leur avenir économique, malgré que la crise, ils le concèdent, hein, donc malgré qu'ils concèdent que la crise soit mondiale et plutôt peut-être passagère, ils ne
néanmoins voilà, exprime cette espèce de crainte par rapport à la situation économique sous justement le règne d'Erdogan, et disent que peut-être 20 ans c'est trop. Erdogan aurait peut-être fait de bonnes choses sur le plan économique ici en Turquie, notamment pour les hommes d'affaires, avec sa vision, bien sûr sa vision inspirée du programme économique de son mentor Necmettin Erbakan, celle qui concerne les grands chantiers, les grands projets industriels, et qu'on voit ici d'ailleurs à Istanbul. Eh bien malgré tout, les jeunes pensent que peut-être 20 ans au pouvoir c'est peut-être un peu trop, et ils expriment cette volonté de changement qu'ils ne voient qu'à travers Kemal Kılıçdaroğlu, qui est l'unique candidat opposant à Erdogan. Et donc l'on a un tout petit peu compris qu'il s'agirait d'un vote sanction contre Erdogan plutôt qu'un vote pour les idées, pour le programme de Kemal Kılıçdaroğlu ici à Istanbul néanmoins. Restez avec nous, Kherdem Batash. Je passe à Soufiane Baroudi. On reste dans la même ville avec Soufiane Baroudi. Alors, Soufiane, il y a eu un taux de participation massive au premier tour. Est-ce que vous sentez ce même engouement à Istanbul pour ce deuxième tour? Bonjour Amin. Alors on se trouve actuellement dans le quartier de Bakırköy, dans le centre-ville d'Istanbul. Ce quartier est un fief, comme vous le voyez, du CHP, du candidat Kemal Kılıçdaroğlu. D'ailleurs, nous assistons actuellement à un rassemblement en soutien à la candidature de Kemal Kılıçdaroğlu. Le rassemblement est organisé par le courant kémaliste. On est en train d'entendre actuellement des slogans de glorification du leader historique Mustafa Kemal Atatürk en ce centenaire de la République, qui constitue justement aussi un enjeu important dans les différentes campagnes, que ce soit dans la campagne de Kemal Kılıçdaroğlu, alors dans la campagne du président en lice Recep Tayyip Erdogan. Ce que nous pouvons dire, c'est que la mobilisation se ressent de manière très forte en cette veille d'élection présidentielle. Comme vous le voyez actuellement, il y a vraiment une mobilisation intense, non seulement dans ce fief-là, mais aussi dans beaucoup de quartiers d'Istanbul, où on a remarqué en s'entretenant et en interviewant des jeunes et des moins jeunes qu'il y avait vraiment un grand attrait pour ce rendez-vous électoral qui constitue un rendez-vous considéré comme étant un rendez-vous historique par la plupart des habitants de la ville. Comme vous le savez, la ville d'Istanbul est dominée majoritairement par l'opposition. D'ailleurs, le maire de la ville, M. İmamoğlu, est issu de l'opposition. Et donc, on s'attend aussi, si vous voulez, à des résultats assez importants pour le candidat Kemal Kılıçdaroğlu. Ce qu'il y a à mentionner justement, aussi, Sofiane, en parlant de résultats, les résultats du premier tour, pardon de vous interrompre, à quel point le deuxième candidat, le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, pourrait rattraper, si je peux dire, le retard du premier tour dans une grande ville comme Istanbul ou bien même Ankara? On va dire que ça va, à mon avis, ça va être difficile selon ce qu'on a réussi à recueillir comme information. Il y a beaucoup d'engouement pour, si vous voulez, la candidature d'opposition, parce qu'il y a vraiment une envie plutôt d'alternance et de changement. Après, le fait qu'il y ait eu un ralliement important, le ralliement de la droite radicale en faveur du candidat Recep Tayyip Erdogan, peut aussi favoriser une forme, si vous voulez, de rattrapage des voix de différence. Mais ce qu'on voit actuellement, notamment ici dans le centre-ville, à Bakırköy, c'est qu'il y a vraiment dans cette veille électorale une forme de mobilisation intense. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une confrontation entre deux projets de société. Et la crise économique aussi, qui est ressentie de plein fouet, notamment dans les centres urbains cosmopolites qui vivent principalement de l'activité touristique, cette crise économique est défavorable au président sortant. Et donc, ça va être difficile, à mon avis, de rattraper ce retard, même si ça va être possible, vu qu'il y a aussi une campagne intensive. Et justement, Sofiane, quelles sont les réformes économiques proposées par l'autre candidat, Kemal Kılıçdaroğlu, en parlant de la conjoncture économique, hein? En fait, le candidat Kemal Kılıçdaroğlu fait partie d'une coalition vraiment hétéroclite, constituée de 6 partis et d'autres organisations qui se sont ralliées, notamment le Parti écologiste vert
et le HDP qui sont ralliés dernièrement dans une forme de vote sanction contre le président sortant. Le projet économique de Kamel Kılıçdaroğlu n'est pas vraiment clair pour l'instant, mais ce qui est apparent, c'est qu'il y a une référence nette à un retour déjà à un régime parlementaire, une référence au kémalisme historique, et on va dire que le candidat Kamel Kılıçdaroğlu se concentre sur une manne d'opposition et une volonté d'alternance. Après, les grandes lignes du programme économique pour l'instant ne sont pas apparentes parce que justement la coalition est très hétéroclite et qu'elle a différents programmes, des programmes qui sont complètement différents. D'ailleurs, on a eu l'occasion de s'entretenir récemment ce matin avec le représentant du courant conservateur de Necmettin Erbakan qui soutient la candidature de Kamel Kılıçdaroğlu, mais qui est complètement opposé sur, par exemple, le programme économique avec le parti écologiste de gauche qui, lui, soutient un programme, on va dire, antilibéral, alors que l'autre camp soutient un programme ouvertement libéral. Très bien. Sur la question économique, il y a vraiment, à mon avis, une forme de dissonance entre la coalition et la table des six. Merci beaucoup, Soufiane Baroudi. Vous étiez avec nous en direct d'Istanbul. Et merci à Khaireddine Batache, nos envoyés spéciaux d'Al24 News à Istanbul pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle turque qu'on va réévoquer durant nos prochaines éditions. Présidentielle turque, toujours tous les votes exprimés à l'étranger seront remis au bureau électoral du district concerné. Les votes seront comptés simultanément avec les autres bulletins à partir de 17h heure turque, une fois que le vote sera terminé dans tout le pays. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de l'élection turque. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Serbie, nous vous le disions en titre, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Belgrade pour soutenir le président Aleksandar Vučić face à la montée de la colère après les fusillades de masse. Une manifestation organisée par le pouvoir pour contrer le mécontentement de la population après 2 fusillades qui ont fait 18 morts au mois de mai. Le président Vučić a présenté le rassemblement comme le plus grand rassemblement dans l'histoire de la Serbie. On reste dans la région. La police kosovare a dispersé vendredi à l'aide de gaz lacrymogène des Serbes qui protestaient contre la prise de fonction de maire albanais dans le nord du Kosovo, une région de cette ancienne province de Serbie où ils sont majoritaires. En réponse, le président serbe Aleksandar Vučić a donné l'ordre à l'armée de se placer en état d'alerte maximale. Aux États-Unis, concernant la question de la dette américaine, le président américain Joe Biden a affirmé que des négociations étaient en cours afin de trouver un accord, notamment avec le camp démocrate. Le pays a jusqu'au 6 juin prochain avant d'entrer en défaut de paiement. Des négociations sont en cours. J'espère que nous saurons d'ici ce soir si nous sommes en mesure de conclure un accord. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, est revenue sur la question de la dette américaine en déclarant que le marché du travail a contribué à un taux d'inflation plus tenace que prévu. Cette résistance de la demande et la solidité du marché du travail sont en quelque sorte une lame à double tranchant. Ils ont certainement donné un coup de pouce aux familles américaines, mais ils ont également contribué à un taux d'inflation plus tenace que ce qui avait été prévu. En déplacement officiel de 4 jours à Pékin, en Chine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue Xi Jinping, ainsi que le Premier ministre chinois Li Qiang. Les deux parties envisagent de redynamiser les échanges économiques. Kinshasa évoque un partenariat et une amitié indéfectible entre les deux pays. Des protocoles d'accord vont notamment être signés dans plusieurs domaines, dans la communication et le numérique.
En mer de Chine, 3 navires chinois ont traversé le détroit. Parmi eux se trouve le porte-avions Shandong, mis en service en 2019. Dans la foulée, la responsable Tsai Ing-wen a rencontré mercredi près de Los Angeles Kevin McCarthy, troisième personnage de l'État américain et président de la Chambre des représentants aux États-Unis. L'Organisation des Nations Unies a choisi le Brésil pour organiser la COP 30 en 2025. Le président brésilien avait promis de faire de la préservation de l'environnement une priorité pour son pays. Le Brésil était censé accueillir la COP en 2019. C'est un événement qui montrera une fois de plus le Brésil au monde entier. Et comme le peuple de l'État du Pará est un peuple joyeux, festif et compétent, je suis sûr que le peuple de Pará ravira le monde lorsqu'il viendra participer à la COP en 2025. Sport football, les supporters de l'Olympique de Marseille célèbrent le 30e anniversaire du sacre final de leur club en Ligue des champions européenne grâce à une finale gagnée sur la plus petite des marches face au grand Milan AC. C'était au mois de mai 1993 avec le seul but inscrit à l'époque par l'international tricolore Basile Boli. Pour rappel, l'Olympique de Marseille est le seul club français qui avait remporté la Ligue des champions européenne. Voilà, c'est avec le sport qu'on arrive à la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.